Ça y est, c'est reparti pour une présence de Donald Trump à la présidence des États-Unis, notamment dans le bureau ovale. Celui-ci est-il vraiment pour la politique du non-interventionnisme, comme il l'a souvent mentionné? On en parlera particulièrement tourné vers les pays africains, notamment les pays où se trouvent par exemple des bases militaires américaines, où se trouvent des chefs d'État qui n'ont pas toujours fait l'unanimité aux États-Unis, par exemple, mais aussi quelle peut être la politique d'Emmanuel Macron, je voudrais dire de Donald Trump, face aux États africains. Quelle peut être sa politique africaine? Eh bien, on en parlera dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Transformer ces déclarations en actions dissuasives, c'est aussi une déclaration d'un autre président. Il s'agit de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Occident. Celui-ci estime aujourd'hui que des déclarations et des discours ont été recueillis pendant plusieurs années. Il est aujourd'hui temps de transformer ces discours en actions dissuasives et tangibles pour l'État du Congo, notamment en ce qui concerne des sanctions et des représailles envers le Rwanda, considéré comme l'agresseur de la République démocratique du Congo, notamment dans l'est de ce pays. Eh bien, qu'attend réellement le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? On en parlera dans le cadre de Regard panafricain et on en parle avec André-Christelle Fanga. Il est directeur de publication et analyste habitué de nos plateaux et studios sur For You Media Africa. Merci d'être avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Begoudé, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir, n'est-ce pas, d'être dans vos studios. Bonsoir à la partie technico-artistique, voilà, orchestrée par les doigts de maître, M. Nkele. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur toutes les plateformes, n'est-ce pas, de For You Africa, que ce soit TV, radio, Facebook, YouTube. Instagram et tout ce que vous pouvez tout imaginer. Ce qu'on peut imaginer, d'accord. Donc c'est juste pour dire que nous sommes là et nous allons continuer, n'est-ce pas, à travailler d'arrache-pied pour informer les Africains, n'est-ce pas, de tout ce qui est bien pour l'Afrique, tout ce qui concourt à l'édification de l'Afrique, à l'évolution de l'Afrique, à la révolution même de l'Afrique, parce que là, nous sommes dans une période de révolution et il faut que ça soit contagieux un peu de partout dans toutes les étapes. Et donc, le Cameroun aussi, nous espérons, n'est-ce pas, avec le premier secrétaire du PURS qui, dans une confidence, m'a dit que le congrès peut-être serait en mars et là, ils vont désigner le candidat à l'élection présidentielle. Donc, nous saluons déjà le PURS qui est déjà dans cette logique, n'est-ce pas, cette option-là. Et j'ai lu dans un article où le PURS est quand même parmi les partis qui peuvent investir un candidat à l'élection présidentielle. Parce qu'ayant des conseillers municipaux, n'est-ce pas, dans une mairie de la ville, et dans la mairie de la ville et dans la mairie de l'arrondissement de Douala 4e, je crois bien. Donc, vous voyez que c'est un parti sérieux et son premier secrétaire qui est encore le président directeur général, n'est-ce pas, de ce groupe de presse. Donc, qui se sentent salués ce soir et tous les téléspectateurs, tous les auditeurs et j'en passe. Merci André-Christelle Fanga d'être avec nous. On démarre les échanges juste après cette transition. André-Christelle Fanga, c'est une journée particulière aux États-Unis avec le retour du président Donald Trump aux affaires. Celui-ci a dans son premier discours, je suppose que vous apprécierez, déclaré qu'il n'y a que deux sexes, les hommes et les femmes. Il ne connaît pas autre chose, il n'y a qu'une seule façon de se marier. Il s'agit d'un mariage entre un homme et une femme. Il n'y a pas de possibilité d'arracher la vie à un être qui ne peut prendre de décision. Il parle évidemment de l'avortement. André-Christelle Fanga, sur ces points au moins, vous êtes d'avis avec Donald Trump, le président américain? Mais écoutez, madame, je suis d'accord avec Donald Trump sur plusieurs points, parce que ce n'est pas seulement le seul point à l'ordre du jour, ou bien dans le discours de Donald Trump que j'apprécie. Quand il recadre en fait cette société qui est en train d'aller à volo, qui est en train d'aller comment dire ça, j'ai dit à volo, déliquescence
en déliquescence, n'est-ce pas, Oui. cette société qui est en train de, le wokisme est en train de prendre le dessus sur, n'est-ce pas, sur les vraies valeurs. Les contre-valeurs sont en train de prendre le dessus sur les vraies valeurs. Et ça, le président Donald Trump aujourd'hui vient, n'est-ce pas, parce que quand même la position du président des États-Unis est d'une importance capitale dans la marche du monde aujourd'hui, parce que vous savez que c'est les pays qui se sont mis dans une posture de gendarmes, Oui. de régulateurs, de porte-parole du reste du monde, en fait du monde. Donc, quand les États-Unis ont dit, le reste suit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en le disant, il rappelle simplement les principes, n'est-ce pas, de la création, les principes bibliques, en disant, par exemple, quand Dieu a fini de créer l'homme et la femme, il a dit dans Genèse 1, le verset 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Après, il a continué à dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à une seule femme. Vous voyez un peu, il n'a pas dit qu'il va s'attacher à un autre homme ou bien à un animal ou bien, je ne sais pas, à un objet. Vous voyez un peu, ou à une machine. Vous savez qu'il y a des champions maintenant qui fabriquent des objets, n'est-ce pas, que je ne veux pas, des objets. Bon, disons, on s'arrête là. Mais nous savons tous qu'il y a quand même une déliquescence, n'est-ce pas, de la morale, n'est-ce pas, des mœurs au niveau des États-Unis et dans le monde aujourd'hui. Et donc, il faut, n'est-ce pas, des présidents qui ont des principes encore, qui ont des valeurs pour venir justement remettre, n'est-ce pas, de l'ordre dans ces différentes choses-là. Oui. Et surtout que Donald Trump, au vu, n'est-ce pas, de sa campagne, au vu de ce qu'il a traversé, c'est vraiment un miracle. Parce que avoir échoué à une élection à deux... Bon, si on a dit qu'il a échoué véritablement la dernière élection contre Joe Biden, vous savez que ce n'était pas... Il n'avait pas véritablement échoué, mais tout a été mis en place, n'est-ce pas, pour qu'il puisse échouer. Et donc, un miraculeux qui revient au pouvoir, vraiment, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est comme si le monde, justement, est en train de tourner en faveur, n'est-ce pas, des vraies valeurs. Parce que regardez un peu le miraculeux aussi, n'est-ce pas, du Ghana. Quelqu'un qui a été... président, après, il a perdu les élections, maintenant, il est revenu et il a encore gagné. Donc, c'est comme des gens qui ont des valeurs. Et vous savez qu'au Ghana, on a invité le président Ibrahim Traoré à la cérémonie d'investiture. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement important. Là, je suis en train de parler des éléments, n'est-ce pas, qui permettent que le monde qui était en dérive aujourd'hui, vous savez que Nana Akufo-Addo était déjà en dérive, en porte-à-faux avec le panafricanisme, avec les valeurs du panafricanisme. Et aujourd'hui, ces échanges, n'est-ce pas, en fait, cette recoopération entre le Burkina Faso et le Ghana, c'est quelque chose qui augure des lendemains meilleurs. Donc, vous voyez que quand le président Trump, n'est-ce pas, qui revient au pouvoir et prend des décisions à l'antipode de ceux qui gouvernaient, n'est-ce pas, les États-Unis, alors nous ne pouvons que dire que peut-être c'est l'œuvre du Seigneur qui est en train de remettre les pendules à l'heure pour que ceux qui pensaient que le monde est complètement à l'égarement se trompaient et que Dieu continue à exister. Dieu n'est pas mort. Merci André Christelle Fonga. À présent, parlons de la politique proprement dite de Donald Trump envers les pays africains. On se souvient, à travers ses discours, par exemple, de 2019 seulement, pour ne parler que de cela, il appréciait déjà les hommes capables de prendre des décisions sans toutefois avoir besoin d'être accompagnés ou encore intimidés, influencés par les États occidentaux. C'était le cas du président égyptien, par exemple. Plusieurs appréciations ont été faites par rapport aux nouvelles dispositions sur le territoire africain. Mais est-ce que cela est réellement, selon vous, un point fort pour les États en révolution aujourd'hui? Serait-il capable de saisir la perche qui est tendue par les États-Unis d'Amérique, dirigée par un Donald Trump? Madame Begoudé, il faut comprendre que la politique africaine aujourd'hui, surtout la politique révolutionnaire, la politique panafricaine, guidée par l'essence panafricaine, n'est-ce pas, n'a plus besoin de tuteurs, n'a plus besoin, n'est-ce pas, de paternalisme, n'a plus besoin, n'est-ce pas, des éléments qui apportent leur soutien ou leur conseil. Aujourd'hui, ces États sont résolument tournés vers la souveraineté complète, n'est-ce pas, de leur pays. Et ça, nous pouvons dire que ce n'est pas parce que le président Donald Trump arrive au pouvoir que ça va
donner davantage de courage. Non, je pense que la plupart de nos États ont déjà été irrigués, n'est-ce pas, par cette sève panafricaniste, nourrie, n'est-ce pas, à ce lait mielleux, n'est-ce pas, du panafricanisme qui est un message révolutionnaire d'autodétermination, n'est-ce pas, de prise de conscience générale des problèmes, n'est-ce pas, liés à notre gouvernance, liés à nos États, liés à l'impérialisme qui nous a assujettis, n'est-ce pas, nous a asservis des décennies passées. Et donc, nous sommes tous conscients que les dirigeants d'aujourd'hui ne peuvent, si tu veux durer au pouvoir ou bien accéder au pouvoir aujourd'hui, vous ne pouvez que vous revertir, n'est-ce pas seulement de l'extérieur, même de l'intérieur, n'est-ce pas, de la parure du panafricanisme. Et donc, nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, de discours du président Donald Trump ou bien de l'arrivée du président Donald Trump au pouvoir pour justement atteindre ces objectifs-là. Parce que pendant que les dirigeants, n'est-ce pas, impérialistes, colonisateurs, je ne sais pas quoi, assassins étaient au pouvoir, l'Afrique, certains pays d'Afrique se sont autodéterminés, ont pris des engagements pour leur souveraineté. Et donc, nous pensons qu'avec l'arrivée de Donald Trump, simplement, ça va s'accélérer parce que la politique prônée par Donald Trump n'est pas une politique interventionniste qui fait le titre de votre, n'est-ce pas, de regard panafricain aujourd'hui, n'est pas une politique interventionniste, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les États-Unis aient l'œil partout, la main partout, s'ingère dans tous les conflits, s'ingère dans toutes les situations, n'est-ce pas, que ça soit politique, que ça soit économique, que ça soit culturel, que ça soit même des droits de l'homme et tout ça. Non, la politique de Donald Trump, c'est de rendre l'Amérique grand encore. Son combat, c'est d'abord pour les États-Unis. Et ça, nous apprécions ce style, n'est-ce pas, de management, ce style de gouvernance qui pense d'abord à son État avant de penser, n'est-ce pas, de voir si on peut influencer les décisions de certains autres États. Et donc, sachant que l'Amérique est tombée très bas, que ça soit, vous savez, quand un président vous dit que il ne connaît que deux qualités d'homme, de personnes. L'homme et la femme. Et c'est eux qui sont habilités à se marier. C'est-à-dire homme et femme. Le reste là, il ne connaît pas ça. Il faut le dire clairement. Alors que les autres avaient déjà pris ça, érigé ça comme droit de l'homme, comme droit de je ne sais pas quoi, de liberté, la liberté de choix, la liberté de s'aimer, la liberté de ceci, et j'en passe. Alors que le président Trump vient remettre les choses à leur place. C'est-à-dire le monde que vous nous avez, vous voulez nous introduire, ou bien vous nous avez introduit là, ce n'est pas un monde des humains. C'est les non-humains qui peuvent prôner ce genre de choses, où un homme doit bombarder un autre homme. C'est impossible, c'est impensable, c'est incroyable que ça se passe au 21e siècle. Bon, ça existe, mais il faut comprendre qu'il ne faut être que sorcier pour accepter ce genre de pratique. Et donc, le président Donald Trump, qui ne fait pas partie de la confrérie des sorciers, n'est-ce pas, vient dire, OK, ça s'arrête. Ou vous dites que la moitié de l'armée américaine est homosexuelle et bon, il y a les transgenres qui doivent même entrer dans l'armée aujourd'hui. Il dit, mais non. Transgenre n'est pas je ne sais pas quoi, un sexe ou bien... Ce n'est pas un genre. Un genre. On ne connaît que le genre masculin et le genre féminin. Et donc, vous nous amenez ici ces transgenres ou ces je ne sais pas quoi. Non, ça n'existe pas dans sa gouvernance, dans sa pensée, dans sa vision des États-Unis. Donc, vous voyez que cette politique-là, ça nous remet, n'est-ce pas, ça remet l'Africain au centre, n'est-ce pas, des valeurs, au centre, n'est-ce pas, des défis de sauver l'humanité, parce que ce n'est qu'en Afrique encore qu'il y a encore ces vraies valeurs là où elles sont conservées, n'est-ce pas, dans nos familles et un peu de partout, malgré l'influence de ces wokismes, de ces influences extérieures-là, venues, n'est-ce pas, justement, des pays comme les États-Unis, la France et l'Angleterre et tout ça. Donc, nous savons tous que les Africains ont déjà pris leur destin en main. Et c'est d'ailleurs, nous dénonçons toutes ces pratiques-là depuis des décennies aujourd'hui. Et donc,
Donald Trump ne vient que nous donner davantage, n'est-ce pas, des éléments, n'est-ce pas, de notre narratif pour essayer davantage de convaincre les Africains égarés qui doivent venir à leur délivrance. Merci André-Christelle Fanga, mais est-ce qu'on peut également parler d'une politique de non-interventionnisme à géométrie variable, peut-être sur les territoires africains, parce que Donald Trump estime qu'il n'a pas d'intérêt direct, peut-être en Ukraine, parce que Donald Trump estime que les États-Unis n'ont pas d'intérêt direct, mais par exemple dans le conflit israélo-palestinien, on voit bien qu'il y a des intentions d'intervenir avec un très grand soutien apporté à Israël et son premier ministre Benjamin Netanyahou. Madame Madone Begoudé, Oui. comprenez simplement que c'est comme les États-Unis et Israël aujourd'hui sont comme l'ongle et le doigt. Donc ils sont liés, ils sont un destin lié. Et donc, la plupart des services de renseignement américains, la CIA et tout le reste, c'est les Israélites, c'est les, n'est-ce pas, ces Juifs-là qui sont à l'intérieur. La finance internationale est contrôlée par les Juifs. Donc, vous ne pouvez pas, d'ailleurs, quand on parle de finance internationale, c'est très vague ou bien c'est très long. Oui. Ceux qui contrôlent le dollar, et vous savez que le monde a été longtemps adossé sur le dollar. Les échanges commerciaux dans tout le monde entier se faisaient qu'en dollars. Donc, les États-Unis ont fabriqué quelque chose, n'est-ce pas, en fait, un instrument de pouvoir qui les a maintenus au niveau où ils sont là. Et les qui sont à la base, n'est-ce pas, de cette fabrication ou bien de cette mise en place de cette monnaie, c'est encore les Juifs, n'est-ce pas, qui sont à la base. Donc, vous voyez que la position des États-Unis et de Donald Trump par rapport à Israël devient, n'est-ce pas, extrêmement important, lié directement. Donc, ça veut dire que, en fait, c'est comme s'ils se séparaient de soi-même. Les Israélites, qui sont bien installés, bien intégrés, n'est-ce pas, aux États-Unis depuis des décennies. Et donc, ça fait que ça devient difficile de vous en séparer. Et la plupart, n'est-ce pas, des problèmes israéliens, c'est comme si c'est les problèmes états-uniens. Et donc, ce n'est que normal qu'on retrouve là une politique à géométrie, n'est-ce pas, variable par rapport aux interventions. C'est-à-dire la position des États-Unis face à d'autres États par rapport à Israël, les États-Unis prennent parti immédiatement. En Ukraine, vous savez tous que la politique de Donald Trump n'est pas d'encourager la guerre en Ukraine ou que ça continue. C'est justement pour venir mettre fin justement à ces, n'est-ce pas, ces tueries pour rien. Parce qu'en réalité, ils considèrent que c'était des intérêts particuliers qui étaient défendus en Ukraine et non les intérêts européens et américains. Parce que le fils de Joe Biden étant impliqué dans la fabrication des armes biologiques, les armes, n'est-ce pas, au niveau de l'Ukraine, étant impliqué dans plusieurs trafics. D'ailleurs, lui et Zelensky ont acheté des bateaux de grand prix, n'est-ce pas, en Californie, un peu de partout, sans compter les immeubles et tout. Donc, en fait, c'était une affaire, c'était un business qui, justement, nourrissait un groupuscule de personnes. Même chose pour Emmanuel Macron, la France. Donc, vous voyez que l'intervention américaine en Ukraine, n'est-ce pas, ou bien au travers de l'OTAN, n'est pas parce qu'il faut absolument défendre une idéologie ou bien quelque chose, c'était les intérêts particuliers. Et donc, le président Donald Trump dit par exemple que non, pour lui, il va arrêter cette guerre parce que ça ne sert absolument à rien. On va aller au dialogue et il va en parler avec le président Vladimir Poutine par rapport à cela, de voir, n'est-ce pas, les concessions qu'il faut faire pour justement arrêter cette guerre. Et donc, pour dire, vous avez continué en disant votre question, en disant que il n'est pas trop intéressé par l'Afrique parce qu'il n'a pas des intérêts directs. Non, les États-Unis ont des intérêts directs chez nous en Afrique. Okay. Mais comme la politique de Donald Trump n'est pas justement cette politique colonialiste, impérialiste, n'est-ce pas, qu'il faut absolument aller prendre chez les autres pour se nourrir, alors la politique, n'est-ce pas, de Donald Trump, c'est de dire, OK, à partir de nos propres ressources aux États-Unis, que ce soit les ressources naturelles, les ressources humaines, n'est-ce pas, nous pouvons travailler et rendre l'Amérique encore grand, sans faire la guerre. Et ça, vous savez que les États-Unis n'ont jamais rien obtenu, n'est-ce pas, sans la guerre.
En fait, ils ont pillé les autres à partir de la guerre. Parce qu'il faut que la guerre, n'est-ce pas, leur profite. Parce que l'industrie des armes, l'industrie pharmaceutique, en fait, toutes ces industries-là sont bénéficiaires, n'est-ce pas, de la guerre. Donc, il faut créer des guerres pour justement nourrir, n'est-ce pas, les États-Unis. Parce qu'après la guerre, ils mettent en place ce qu'ils appellent souvent le plan Marshall. Vous vous rappelez, après la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas, ils ont mis en place le plan Marshall de reconstruction de l'Europe. Donc, c'est-à-dire cette Europe qui était détruite par, n'est-ce pas, l'Allemagne et tout. Enfin, après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Ils ont mis en place le plan Marshall pour justement reconstruire, n'est-ce pas, et c'est là où le dollar a pris toute sa valeur et toutes ses positions. Et c'est là où les États-Unis sont devenus le gendarme du monde. Et c'est là où le président Vladimir Poutine rappelle souvent aux États-Unis que non, ils se sont autoproclamés vainqueurs de cette Deuxième Guerre mondiale, alors que c'est la Russie, en fait, l'ancienne URSS, n'est-ce pas, qui étaient les premiers à entrer à Berlin, qui étaient les premiers à entrer même dans le bunker de Adolf Hitler, et qui ont même les derniers mémoires, n'est-ce pas, qui ont tous les éléments qui appartenaient à Hitler en ce moment-là. Donc, vous voyez que les vrais vainqueurs de la guerre, ce ne sont pas les États-Unis, c'est la Russie, l'ancienne URSS. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, la politique de Donald Trump n'a rien à voir avec la politique de guerre, n'a rien à voir avec la politique d'arracher pour vivre de voler, pour vivre de violer, pour vivre, oui. C'est une politique, n'est-ce pas, de négociation, si possible, et d'échange gagnant-gagnant. Et ça, je pense que c'est une bonne politique pour nous, les Africains, qui voulons justement émerger pour atteindre un certain niveau de développement. Et vous pensez donc que les pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger pourraient se positionner, pas sur le plan sécuritaire, bien sûr, au moment où on voit le Tchad qui décidait de renvoyer chez elle l'armée américaine, mais plutôt de se positionner sur le champ des investissements. On sait que le Mali, par exemple, avance avec l'industrialisation de son or. On sait que le Burkina Faso avance avec l'industrialisation de son coton. On sait que le Niger avance également avec l'uranium. Alors, vous pensez que ces pays pourraient se chercher une voie au soleil face aux États-Unis? Mais Madame Begoudé, quand je dis que c'est une politique, n'est-ce pas, d'échange gagnant-gagnant, la politique de Donald Trump, bien sûr, il faut le préciser. C'est un homme. C'est une vision. C'est lui qui a gagné les élections. Oui. Est-ce qu'il va éradiquer, n'est-ce pas, le système néocolonial barbare, n'est-ce pas, qui irrigue, n'est-ce pas, le sang de certains Américains? Ça, c'est une question. Et qu'il faudra répondre peut-être dans le temps, n'est-ce pas, selon les échanges. Oui. Vous voyez un peu. Mais nous croyons que non. Beaucoup d'Américains, n'est-ce pas, sont dans la politique, n'est-ce pas, de vol, de pillage, etc., etc. Oui. Aujourd'hui, les pays dont vous avez cité ont déjà des partenaires, choisissent déjà des partenaires, oui. Travaillent déjà avec des partenaires. Et nous pouvons davantage dire que nous avons simplement besoin de l'expertise, n'est-ce pas, de certains États pour aller plus loin. Parce que pour que nous puissions, par exemple, le Niger, exploiter son uranium, d'ailleurs, il y a déjà les Chinois qui sont déjà là-bas pour l'exploitation de l'uranium, mais on peut avoir, n'est-ce pas, l'expertise de certains pays qui ne sont pas forcément les États-Unis, qui n'ont pas une très grande influence dans le monde, mais qui s'y connaissent, par exemple, dans l'uranium. Je parle là de l'Iran. L'Iran est un pays, n'est-ce pas, qui justement travaille son uranium, travaille par rapport à l'enrichissement de l'uranium et tout le reste. Et donc, ça peut, leur expertise, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, servir au Niger pour justement peut-être transformer son uranium ou bien mettre des centrales nucléaires. Il y a des pays intermédiaires comme la Turquie, n'est-ce pas, qui peut être des partenaires de des pays comme le Niger par rapport à l'uranium. Il y a des pays, n'est-ce pas, qui peuvent être des partenaires sans que les États-Unis ne soient véritablement le premier choix ou bien le choix absolu parce que le président Donald Trump est arrivé au pouvoir. Le Brésil, en fait, les États du BRICS, pour le dire simplement, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'États qui sont membres des BRICS aujourd'hui, qui ont une expertise, qui ont des technologies, qui ont des capacités d'exploitation, que ce soit d'or, d'uranium, coton et tout le reste là-dedans. Nous savons tous et nous encourageons simplement que aujourd'hui nous devons chercher le bon partenaire. Oui. Nous devons analyser en profondeur les partenariats et surtout que ça puisse être des partenariats gagnant-gagnant, surtout pour
le développement de nos différents États qui ont longtemps croupé sous la pauvreté. Parce que vous voyez une société comme Orano, comment elle a pillé le Niger pendant des décennies sans rien laisser, plutôt laissant la radioactivité un peu de partout, où l'État nigérien aujourd'hui est obligé de se battre avec des maladies rares qui se produisent à cause de cette radioactivité-là. Donc, nous pensons qu'il y a des partenaires fiables qui peuvent aider, n'est-ce pas, ces différents États-là. Et même l'expertise africaine. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une très grande diaspora au niveau, n'est-ce pas, de l'Europe, des États-Unis, du Canada et un peu de partout, qu'on peut exploiter. Nous avons des Camerounais à la NASA, nous avons, n'est-ce pas, des Africains, des ingénieurs. En fait, on a toute l'expertise nécessaire chez nous en Afrique et qui est dispersée dans le monde. Si nous mettons, par exemple, une politique, n'est-ce pas, de recrutement de ces ingénieurs-là, de ces docteurs, de ces professeurs, de ces gens-là, n'est-ce pas, qui sont partout dans le monde en disant, OK, nous recherchons les Africains qui ont des compétences dans, par exemple, l'uranium, l'exploitation de l'uranium. Nous vous recrutons au Niger. Vous venez apporter votre expertise pour que le Niger puisse exploiter, n'est-ce pas, transformer, par exemple, son uranium sur place en construisant des centrales nucléaires et tout le reste là. C'est possible, nous pouvons en avoir. Ceux qui ont la capacité, n'est-ce pas, de transformer l'or du Mali, du Burkina Faso sur place, c'est possible. Et d'ailleurs même, c'est déjà en train d'être fait, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a des usines qui sont en train d'être montées pour la transformation de l'or au niveau du Burkina Faso et du Mali. Donc, vous voyez que l'exploitation de ces ressources-là vont donner un coup d'accélérateur pour l'éradication, de la pauvreté, l'éradication du chômage, l'éradication, n'est-ce pas, de ces endettements farfelus ou bien de cet emprisonnement, n'est-ce pas, ces griffes ou bien cette épée de Damoclès qui pesait sur notre tête, sur le continent africain avec le FMI, Banque mondiale et toutes les institutions de Bretton Woods qui nous asservissaient, nous imposaient un rythme, n'est-ce pas, de développement, un rythme, n'est-ce pas, d'endettement, un rythme d'investissement dans nos différents États. Donc, je pense que tout cela, la souveraineté dans la prise de décision est d'une importance capitale. Merci André Christelle Fanga, voilà qui nous permettait de discuter dans la première partie de ce programme. Nous parlions notamment de l'actualité aux États-Unis et les répercussions ou implications sur la politique avec l'Afrique, les relations diplomatiques et surtout, pourquoi pas, commerciales aussi. À présent, parlons du grand oral. On a oublié de parler de l'AGOA. Vous voulez parler de l'AGOA ? D'accord. Alors, il s'agit de cet organisme qui laisse souvent, qui donne souvent l'impression d'aider les États africains. On se souvient que le Mali, le Burkina Faso avaient été sortis de l'AGOA après l'arrivée au pouvoir du général Assimi Goïta ou encore du capitaine Ibrahim Traoré. Selon la loi, avait-il dit, le président Joe Biden, les États-Unis ne pourraient pactiser de cette manière avec des États qui ne sont pas gouvernés selon les institutions démocratiques ou encore selon les règles démocratiques de l'art politique instaurées justement par ces États de l'Occident. La Goa est en tout cas ce qui donne un aspect commercial aux États africains qui n'arrivent toujours pas à commercialiser leurs produits, au rappel, mais qui font partie de ce programme, parce qu'en réalité c'est un programme, qui font partie de ce programme qui est censé leur ouvrir le champ du commerce international. Vous voulez qu'on en parle, André Christelle Fonga? Est-ce pour émettre des espoirs avec l'arrivée de Donald Trump par rapport aux pays africains? On saurait tous les citer ou alors les mentionner. Est-ce réellement cela? Madame Begouté, pourquoi j'ai soulevé justement cette question de l'AGOA? L'AGOA avait été portée d'espoir pour les pays africains pour dire que, ok, nous allons avoir l'ouverture dans le monde, n'est-ce pas? Mais vous comprenez que, et vous avez bien souligné cette petite partie-là, n'est-ce pas, où vous parlez de Joe Biden qui avait dit, c'est parce que ces pays n'ont plus de gouvernance politique correcte qu'on les suspend, on les enlève de l'AGOA. Parce qu'il y a des coups d'État. Alors, comment un aspect commercial devient un aspect géopolitique, politique? Ça, quoi y voir?
vous voyez que c'est une décision, ou bien c'est une institution, ou bien c'est un partenariat, c'est quelque chose qui est un instrument, n'est-ce pas, de contrôle, comme, comment expliquer ça? Donc, en fait, un instrument de contrôle, oui, comme je l'ai dit. Vous voyez un peu un instrument d'intervention. Exactement. Donc, vous voyez qu'en réalité, pour que vous soyez membre de l'AGOA, il faut obéir, n'est-ce pas, à tout le diktat prôné par les États-Unis. Oui. Et donc, ça n'a plus rien d'avantageux pour les États, par exemple, qui décident de rompre les ordres coloniaux. Et donc, la Goa devient un instrument colonial, néocolonial. Ça ne devient pas un instrument de développement, de commerce, d'échange. Ça devient plutôt un instrument, n'est-ce pas, de chantage. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, l'Afrique a plus que besoin de cette ZLECAf dont nous parlons, comme ça. On ne sait pas si elle va prendre véritablement corps. On attend toujours. Alors que voilà ce que l'Afrique devait faire, échanger entre elles, commercer entre elles, travailler entre elles, entre les pays africains, pour justement sortir, n'est-ce pas, là, de manière unie, que chacun fabrique ses champions nationaux. Ces champions nationaux-là, maintenant, deviennent des champions, n'est-ce pas, peut-être sous-régionaux, peut-être au-delà de la sous-région africaine. Et maintenant, quand nous avons ces différentes catégories de champions, n'est-ce pas, nous pouvons faire face maintenant aux mastodontes. Parce que comment vous allez commercer aux États-Unis quand eux, ils ont placé, par exemple, les normes, et vous n'avez pas. La plupart de vos entreprises ne sont pas normées. La plupart de vos produits ne sont pas normés. Ne respectent aucune norme. Vous allez échanger comment? Vous allez commercer ensemble comment? C'est comme ce marché des APE. Cette histoire des APE que le Cameroun et certains pays, n'est-ce pas, ont signé, les accords de partenariat économique. Comment vous pouvez signer un partenariat économique avec brisement et effondrement des frontières, n'est-ce pas, avec des pays où les normes sont... en fait, les écarts dans les normes sont exorbitants. Parce que le même lait fait par Camlait sans publicité au Cameroun, et peut-être il y a une société européenne, là, j'oublie le nom, qui fait du bon lait, là. Bon, ok. Qui fait Danone. D'accord. Danone, qui fait aussi des yaourts. Et le yaourt ici, et vous voulez que ça passe dans le même marché? Alors que les normes, par exemple, de conditionnement, les normes de fabrication et tout, ne sont pas les mêmes. Et vous parlez d'accords de partenariat économique, comment? Avec brisement des frontières. Comment le lait fabriqué au Cameroun va aller concurrencer celui fait en Europe? Même chose pour le chocolat. Le chocolat suisse. Vous allez faire comment pour le battre face au chocolat, par exemple, camerounais? Fabriqué ici par nos sociétés que vous connaissez, que je ne veux pas faire de publicité. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses. Donc, la Goa, les APE et tout ça sont des instruments coloniaux. Sont des instruments, n'est-ce pas, pour désagréger, n'est-ce pas, nos commerces, nos activités, pour ne pas permettre notre développement, notre envol, notre véritable liberté commerciale, et j'en passe. Et d'ailleurs même, plus grave, l'OMC, Organisation mondiale du commerce, ça appartient à qui? C'est aux États-Unis. C'est eux qui décident, n'est-ce pas, des lois commerciales et de ceci et de cela. La preuve en est, la plupart des prix sont fixés par qui? C'est par eux. C'est une aberration, c'est pas une aberration, madame, que le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun sont les plus grands producteurs de cacao dans le monde, mais c'est pas eux qui fixent les prix. Les prix sont fixés ailleurs. Vous voyez que c'est une grosse aberration. Effectivement. La plupart des chocolatiers suisses, c'est eux qui fixent le prix du cacao. C'est eux qui décident de comment ça va se faire. Est-ce qu'il y a une tige de cacao en Suisse? Ou en France? Ou je ne sais pas où. Même pas une tige. Mais c'est eux qui fixent les prix. Parce que les pauvres planteurs, on a réduit l'Afrique
à des planteurs, à ceux qui doivent travailler, labourer, et maintenant c'est eux qui doivent récolter, n'est-ce pas, ce qui en sort, la grande manne de cela. Donc vous voyez que les instruments comme la Goa ne sont pas bien pour nous. Donc on n'a aucun espoir dedans pour revenir, n'est-ce pas, à cette institution-là, même pas parce que Donald Trump est revenu. Non, nous devons renégocier, n'est-ce pas, nos partenariats, à quelle institution adorer, parce que moi, je veux que tous les pays africains soient, par exemple, des Nations Unies. Ok. Ça tombe peut-être bien parce que justement Donald Trump, à la tête des États-Unis, a estimé que l'AGOA, entendez African Growth Opportunity Act, était une sorte de gouffre. Alors en 2025, à son arrivée au pouvoir, il n'entend pas en réalité permettre à ce programme de perdurer. Pour vous, ce ne sera donc pas une perte pour les États africains, ce sera une opportunité de commercer dans une zone de libre-échange continentale, c'est ça? Ben, pour moi, vous voyez que je suis en droite ligne avec le président Donald Trump. En droite ligne, pourquoi? Parce que lui-même comprend que c'était un marché de dupes. Ce n'est pas quelque chose qui est là pour le bien des Africains. Ouais, parce que vous pouvez compter le nombre de produits que nous sommes capables de vendre aux États-Unis, que les Africains sont capables de... Non, il n'y en a pas beaucoup. Parce que la plupart même des grands produits que nous avons chez nous sont exploités directement par les entreprises et les grosses multinationales. Vous voyez un peu, donc, on n'a aucun produit véritable. Parce que le coton, par exemple, c'est exploité. Oui, nous cultivons le coton, nous avons, n'est-ce pas? Mais la plupart, c'est des grandes multinationales, n'est-ce pas, qui les exploitent et qui les amènent là-bas chez eux pour transformer. La plupart, je vous ai pris le cacao, oui, c'est planté chez nous, travaillé chez nous, n'est-ce pas? Mais transformé où? En Suisse, en France, en Allemagne. Vous voyez un peu? Oui. Vous comprenez que c'est pour ça que Edmond Kohl, par exemple, ancien chancelier allemand, avait dit il faut tout faire pour que l'Afrique ne s'industrialise pas. Parce que si l'Afrique s'industrialise, c'est la mort de l'Europe. C'est la mort, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, ils ne vivent, l'industrialisation européenne fait vivre l'Europe et appauvrit l'Afrique. Et ces machines ne tournent que parce qu'il y a la matière première chez nous. Il y a la matière première africaine. Et donc, il faut comment on dit ça, renouveler la pensée des Africains en leur faisant comprendre que non, la libre-échange, n'est-ce pas, continental, est d'une importance capitale. Bon, là, c'est comme si je suis devenu agent commercial, n'est-ce pas, de cette poser la question de la ZLECAf. Oui, parce que c'est quand même un projet extrêmement intéressant. Mais comme vous savez que les Africains ne savent pas se mobiliser pour les causes justes, vous voyez un peu, c'est pour ça que ça ne peut que tarder parce qu'en réalité, on ne trouve pas d'intérêt. Et surtout que ceux qui sont derrière le projet ne sont pas là pour le bien de l'Afrique. Parce que ceux qui veulent véritablement qu'il y ait cette ZLECAf-là ont des intérêts particuliers derrière parce que la plupart des temps, n'est-ce pas, c'est la plupart des Chinois qui sont derrière ce grand projet parce que, c'est les plus grands produits. Ils sont en train de prendre des grands espaces, n'est-ce pas, vous appelez des terres arables, n'est-ce pas, c'est-à-dire les terres cultivables. Ils sont en train de prendre ces grands espaces-là pour faire des cultures, que ce soit du riz, de plein de choses, de tomates et tout cela chez nous en Afrique. Donc, même quand le marché là va s'ouvrir, ça sera encore des produits, n'est-ce pas, étrangers, mais sur le sol africain. Et donc, nous encourageons, par exemple, que les gouvernements mettent des fonds, n'est-ce pas, pour justement encourager, par exemple, les agriculteurs, encourager, n'est-ce pas, des producteurs, des éleveurs et tout ça, en fait, qui peuvent devenir, n'est-ce pas, je parlais tout à l'heure des champions nationaux, des champions sous-régionaux et peut-être des champions africains, à partir, n'est-ce pas, des éléments que nous avons, des cultures que nous avons, des capacités que nous avons et surtout importer, n'est-ce pas, l'expertise des Africains qui se trouvent déjà dans des grandes multinationales, qui se trouvent, n'est-ce pas, dans des grandes institutions, qui se trouvent, n'est-ce pas, du côté de l'Occident pour venir justement travailler avec, n'est-ce pas, l'expertise locale dans la transformation des grandes ressources que nous avons. Nous avons cité l'uranium, l'or, diamant, nickel, cobalt, lithium et j'en passe, le fer et tout ça qui sont remplis un peu de chez nous. Et c'est pour ça que, par exemple, vous voyez que le projet d'exploitation du fer de Mbalam,
Mbalam et Nebaba, entre le Cameroun et le Congo, l'exploitation de fer, et que on va lancer une usine de transformation, n'est-ce pas, de ce fer-là. En fait, 15 à 20% de ce fer-là sera transformé sur place. Vous voyez que si on réussit, n'est-ce pas, à transformer une matière première comme le fer chez nous, le coût du bâtiment va réduire parce que vous savez que le fer est d'une importance dans la construction. La construction des chemins de fer, n'est-ce pas, sera aussi d'une importance capitale. En fait, c'est des projets comme ceux-là qu'il faut encourager, n'est-ce pas, de transformation de nos matières, de nos ressources naturelles sur place pour que nous puissions avoir des emplois, nous puissions faire reculer la pauvreté et prôner le développement par nous-mêmes. Merci André Christelle Fonga, une toute petite perche que vous n'êtes pas obligé à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre. La ZLECAf, justement, selon certains analystes, toujours de la sphère panafricaniste, a malheureusement un problème. C'est que les États africains qui échangent entre eux échangent les mêmes produits. Alors, le Burkina Faso qui va échanger de l'or avec le Mali ne peut pas vraiment avoir une plus-value parce que le Mali en a déjà de l'or. Et puis, le coton qui va être échangé entre le Burkina et le Mali ne sera pas d'une plus-value parce que le Mali a déjà de ce coton et la Côte d'Ivoire qui va échanger le manioc avec le Cameroun en a déjà. Donc, je ne sais pas si vous ne pensez pas qu'il faut aussi revoir la qualité des produits ou encore l'aspect des produits qui sont justement commercialisés entre les pays africains. Et vous avez dit que je ne suis pas obligé de répondre. Allez-y, je vous accorde cela. Allez-y, monsieur Fonga. Non, Madame Madone, ça c'est une problématique extrêmement importante que vous avez posée pour le bien-être des Africains. J'ai parlé des champions nationaux. Alors, Cameroun, vous serez les champions en manioc. C'est-à-dire, le Cameroun... Que les autres pays arrêtent de produire du manioc? Pas la même quantité ou bien... En fait, on fait un pôle. On fait des pôles de certains produits. Pour que chaque État se retrouve, n'est-ce pas, à avoir l'exclusivité. Une exclusivité, n'est-ce pas, dans la production, n'est-ce pas? Centrafrique, maïs. Gabon, Macabo, Côte d'Ivoire, la noix d'acajou, au Ghana, telle chose. En fait, on diversifie selon les terres, n'est-ce pas? Parce que quand même, dans chaque pays, il y a des cultures, n'est-ce pas, qui sont sciées au sol, qui tiennent... Le Cameroun serait le champion en poivre blanc, peut-être? Possible, avec le poivre de Penja. Voilà. Donc, vous comprenez qu'on a des éléments qu'on peut travailler dessus, n'est-ce pas, en disant, OK. D'ailleurs, on peut dire, OK, comme nous sommes un marché continental, dans ce marché, Cameroun, vous apportez telle chose. Même si vous cultivez ça chez vous, vous ne venez pas ça, à une autre culture ou bien d'autres choses, vous ne venez pas avec ça dans le marché. Voici votre produit phare que vous amenez sur le marché continental. Vous amenez telle chose. En fait, on repartit et d'ailleurs même il y a possibilité. Et comme on n'en a pas tellement de produits, on peut dire, OK, on prend 2, 3, 4 pays, vous êtes producteur de ceci, ceux-ci sont producteurs de cela, et on vous donne la possibilité, n'est-ce pas, d'échanger ou bien d'échanger avec les autres pour qu'en fait, il y ait un équilibre. C'est pour ça que les États-Unis d'Afrique sont d'une importance capitale. Arriver à une fédération, par exemple, comme la Confédération de l'AES, qu'il faut arriver à une fédération pour que les décisions soient communes. Pour que les décisions... Vous voyez que s'ils atteignent déjà le niveau de fédération, les autres États vont arriver, n'est-ce pas, peut-être des micro-fédérations pour en faire une fédération africaine, des États africains. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce que tous les États que vous voyez puissants dans le monde, c'est parce qu'ils se sont fédérés, ils se sont mis ensemble. Les États-Unis sont une fédération. Nous le savons tous. Oui. La Russie est une fédération. Nous le savons tous. La plupart, même la Chine.
Vous voyez un peu, la plupart des États puissants, bon, je ne vais pas dire que la France est une fédération. La France est un pays colonisateur. Nul ne vous oblige à dire que c'est une fédération. C'est un État colonisateur. Elle a ses tentacules un peu partout. Elle a colonisé plusieurs États. Elle continue à avoir de l'influence sur certains bouts de terre où elle est très éloignée, mais elle continue d'avoir le contrôle. Donc, vous voyez que la plupart des États sont des États, n'est-ce pas, au Royaume-Uni, par exemple. C'est une fédération. Il y a des États. Donc, pour que l'Afrique s'en sorte véritablement, il faut se souder les coudes, il faut arriver, il faut transcender les égos pour atteindre justement ce niveau de fédération, ce niveau d'échange, de se mettre ensemble pour qu'on ait un destin commun. La théorie des porcs épics. Merci André Christelle Fanga. À nouveau, cette théorie des porcs épics que nous n'allons pas expliquer aujourd'hui, nous l'avions déjà fait. Les téléspectateurs en connaissent déjà. Les fidèles reconnaissent de quoi il est question. À présent que nous avons abordé la question de la Goa, pouvons-nous passer à la dernière thématique, mais bien sûr, qui parle notamment de votre pays de cœur, la République démocratique du Congo. Bien sûr, où je salue le président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Et justement, on parle de lui, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est adressé dans le grand oral aux ambassadeurs accrédités dans son pays. C'était bien sûr le 18 janvier dernier. Celui-ci n'a pas manqué de lancer de nouvelles piques vers le Rwanda, mais cette fois-ci, il s'est appesanti sur l'Occident, ce qu'il considère comme ses partenaires étrangers, à la communauté dite internationale. Celui-ci a lancé un appel à ce que les déclarations et les discours se changent en actes tangibles et dissuasifs envers l'agresseur qui est considéré comme étant le Rwanda. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rappelle que la RDC n'est pas à prendre en pitié et ne demande pas la pitié, mais la justice. D'où il faut des sanctions contre les autorités militaires, administratives, politiques et au plus haut niveau du Rwanda. André Christelle Fanga, que dire de cette nouvelle sortie du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Est-il exacerbé au plus haut point pour demander ce qu'il a l'habitude de demander? Je pense que ça devient redondant. Ça devient répétitif. Ça devient... D'ailleurs, même, je crois qu'il dit qu'il ne veut pas la pitié, c'est plutôt la pitié qu'il recherche. Parce que le président Tshisekedi devait justement agir en homme d'État pour l'amour de son pays. Parce que s'il avait pitié des Congolais, il aurait pris certaines décisions extrêmement importantes. Il aurait pris certains engagements. Il aurait pris, n'est-ce pas, le bâton de pèlerin pour justement mettre hors d'état de nuire ce M23, ces bandes armées qui sévissent, pas seulement au nord Kivu et tout le reste, il y a d'autres bandes armées qui agissent un peu de partout là, en RDC, qui pillent la RDC, bien organisée, entretenue, n'est-ce pas, par les politiques internes et externes de la RDC. Et donc, au lieu de continuer à pleurnicher, au lieu de continuer à verser quelques larmes devant des ambassadeurs incompétents, parce qu'il faut le dire clairement, tous les jours, vous parlez aux Nations Unies, vous parlez dans les interviews, vous parlez face aux ambassadeurs, vous parlez finalement, vous parlez aux gens qui sont aphones, c'est-à-dire qui n'écoutent rien, qui ne peuvent pas vous apporter de solutions. Sachant que c'est les protecteurs du M23, c'est ceux qui travaillent, en fait, qui financent même le M23, en dehors de les protéger, ils les financent avec les armes, avec la nourriture, avec tous les éléments nécessaires. C'est les mêmes ambassadeurs, c'est les mêmes pays dont les ambassadeurs étaient présents à ce moment de discours du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est les mêmes pays qui sont les soutiens de M. Paul Kagame. C'est ces mêmes pays qui adoubent Kagame, qui reçoivent Kagame, qui lui apportent des financements, qui l'entretiennent, qui apportent tout ce qu'il faut. Je pense que
ça ne sert plus à rien d'aller pleurnicher devant ces gens. Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenez la vraie décision de combattre le M23 ou bien les groupes rebelles, les groupes armés qui sévissent, n'est-ce pas, en RDC. Okay. Parce que les beaux discours, bon, c'est un bon parleur. Je ne peux que m'arrêter là. D'accord, monsieur Fanga, mais quelles sont les mesures les plus drastiques qui pourraient être prises par le président Félix-Antoine Tshisekedi? Il ne peut peut-être pas prendre de décision ou encore de mesures directes envers le Rwanda, de peur qu'on ne voit cela comme une déclaration de guerre. Il ne peut peut-être pas prendre de mesures directes contre le M23 parce que jusqu'ici, il refuse de dialoguer avec eux. Alors, on ne sait pas de quel M23 il s'agit réellement. Il ne peut peut-être pas aller directement en affront envers les autorités administratives ou militaires parce que cela créerait une situation précaire dans la région, même si elle est déjà précaire, mais cela aggraverait l'aspect. Que reste-t-il à Félix Tshisekedi? Alors là, vous trouvez une porte de sortie. Qu'on n'a plus rien à dire parce que il a déjà épuisé, n'est-ce pas, tout, ou bien tous les éléments qu'il doit utiliser. Non, je pense que c'est faire dans la mauvaise foi. Okay. On peut trouver des solutions concrètes, rapides, efficaces. Okay. Concrètes, rapides, efficaces. Alors, vous voulez que j'en donne? Oui, bien sûr. Recrutement de 1 million de Congolais. Ok. Vous avez 1 million de Congolais que vous recrutez, de jeunes Congolais que vous recrutez. Vous leur donnez mission 6 mois. 6 mois de formation par les instructeurs russes, turcs, iraniens, chinois. Ça dépend de vous. Vous pouvez même venir au Mali, prendre des instructeurs. En Tunisie aussi. Partout où il y a véritablement des vrais formateurs. Au Cameroun, on n'en parle pas assez avec les instructeurs du BIR. Oui. Parce que vous savez que le BIR est aujourd'hui l'une des forces les plus puissantes en Afrique. Et donc, vous recrutez 1 million de Congolais, 6 mois de formation, et vous leur dites objectif, envahir, si possible même le Rwanda. C'est-à-dire, vous envahissez d'abord l'Est, vous éradiquez le M23, et si possible, vous traversez les frontières, vous arrivez au Rwanda. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Quand ça devient cette situation où tous les jours on raconte la même chose, ça devient redondant. Il faut prendre des sanctions contre le Rwanda, il faut punir les autorités rwandaises. On ne prend pas de sanctions. Je dis bien, c'est à la guerre, une déclaration de guerre. Parce que ce que le Rwanda fait là, c'est une déclaration de guerre. Ce n'est pas juste les tomates qu'on jette, non. C'est des Congolais qui sont tués. C'est des Congolais qui sont déplacés. C'est les Congolais, le Congo qui est pillé. Donc, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas une guerre. Il y a des morts. Il y a des familles déplacées. Il y a la pauvreté. Il y a le pillage des ressources. Il y a des viols même. Donc, vous voyez que l'avenir de cet espace congolais est hypothéqué. Par qui? Le Rwanda et son M23. Donc, il faut faire la guerre au Rwanda. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler l'un des discours de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de la campagne présidentielle. Il avait fait une interview où il disait à la moindre escarmouche, je vais convoquer le Parlement pour qu'il me donne l'autorisation, le feu vert de faire la guerre au Rwanda. Madame, il y a les escarmouches du Rwanda. Il y a bien plus. Et M. Antoine Tshisekedi attend quoi pour convoquer le Parlement et demander, n'est-ce pas, son avis pour qu'il fasse la guerre au Rwanda? Peut-être a-t-il rebroussé chemin?
exactement. De peur d'embraser la région? Non, écoutez, quand on arrive à cette... La région est déjà embrasée. Mm. Les déplacés, ces familles qui souffrent, vous voyez, c'est Oui. pas déjà embrasé. Mm. Le pillage de ces États, de cette partie du Congo, c'est déjà embrasé. Je pense qu'il faut véritablement que le Congo se lève comme ce géant, ce puissant État, Oui. et se mette debout pour défendre son honneur, sa dignité, parce que c'est aussi un problème de dignité. Mm. C'est aussi un problème, n'est-ce pas, d'honneur. Cette affaire du M23, cette affaire, n'est-ce pas, à l'est du Congo, c'est une affaire aussi d'honneur. Est-ce que le président Félix Tshisekedi ne peut pas sauver son honneur en recrutant 1000 Congolais, en les formant par des instructeurs russes, iraniens, je ne sais pas, et tout, et les en donnant mission 6 mois, donc en un an, la crise est résolue. En leur donnant les moyens. En disant, par exemple, si vous n'avez pas les moyens pour payer, par exemple, les armes ou bien pour payer ce que vous allez recruter, là, vous mettez sur un contrat, vous dites, OK, vous libérez l'Est, vous exploitez pendant 5 ans. C'est facile, non? Au lieu de laisser, n'est-ce pas, l'Est de la RDC être pillé, Oui. exploité par des barbares, exploité par le M23 et les autres groupes, et certaines multinationales. Vous savez qu'il y a des multinationales installées là-bas qui continuent à exploiter, mais qui ne sont jamais inquiétés par le M23. Oui. Allez-y comprendre quelque chose. Merci bien à vous, André-Christelle Fanga. La République démocratique du Congo, par la voix de son président Félix Tshisekedi Tshilombo, devrait sortir des rangs de l'apitoiement sur son sort, devrait sortir de la répétition dans les discours pour agir sur le terrain, sur les différents fronts qu'il rencontre à cause du M23 ou d'autres groupes armés, bandes armées et terroristes dans la région est de son pays. Merci à vous, André-Christelle. Le temps passe vite. C'est la fin de Regard panafricain. Ah oui, je crois que nous avons dit l'essentiel. Oui. Et nous pensons que le président Antoine Tshisekedi Tshilombo va écouter, n'est-ce pas, et peut-être pourra prendre des décisions ou bien négocier, c'est possible. Oui. Avaler sa fierté et négocier en disant, OK, bon, vous voulez tellement l'Est de la RDC, bon, exploitez-le pendant 2 ans et vous quittez le territoire. C'est aussi une solution, non? Oui. Si vous ne voulez pas faire la guerre. Si vous ne voulez pas poser des actes et des actions concrètes. Nous disons beaucoup de courage à ces Congolais et vraiment que les choses se passent bien d'ici peu, en cette année 2025. Et pour le président Donald Trump, nous le souhaitons bienvenue. Il a prêté serment déjà. Il a pris les clés, n'est-ce pas? Je pense qu'il faut qu'il organise des séances d'exorcisme, de chassement des démons au niveau du palais présidentiel, au palais, n'est-ce pas? Parce que le bureau ovale, parce que là, ceux qui étaient là étaient des véritables agents de l'enfer. Et donc, nous l'encourageons à prendre des décisions, n'est-ce pas, qui vont aider les États-Unis à revenir sur le droit chemin, le chemin de Dieu. Et nous croyons qu'il peut faire ce travail-là. Merci. Bien, merci à vous également et merci à Kelly qui était à la mise en onde et derrière les caméras. Nous remercions également tous ceux qui nous ont écoutés et regardés sur notre média panafricain et sur nos plateformes internet For You Media Africa, sans oublier que vous nous recevez sur vos petits écrans For You Télévision. À très bientôt, l'information et les programmes se poursuivent sur nos différents médias et nos plateformes. Au revoir, Jamena.